Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maison Conquête. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de la deuxième session du programme de groupe Gynécée qui commence fin mars. L'objectif de ce programme est d'oser prendre sa place grâce à sa maison intérieure. 6 semaines d'accompagnement pour 3 femmes qui mêlent rendez-vous de groupe et individuel. Vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant Gynécée dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez en parler de vive voix, je vous offre un entretien de 30 minutes pour voir si ce programme est fait pour vous. Alors maintenant, laissons la place à l'entretien avec Mathilde Tiberghien. Mathilde est psychologue clinicienne et avec elle, nous avons parlé de la maison bien sûr et de l'importance de créer un lieu qui nous ressemble. Mais c'est le territoire qui est au centre de notre conversation. Le territoire individuel d'abord et celui que l'on partage. Dans cet entretien, on vous donne plusieurs tips qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Mathilde. Bonjour Gaëlle. Merci déjà de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tout ça. Ouais, alors je suis psychologue clinicienne et je suis psychothérapeute de couple et de famille. Donc voilà, je reçois en libéral dans mon cabinet ou alors je me déplace pour donner des formations, pour animer des ateliers. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler maison et territoire. Mais cool. Je sais que tu aimes bien ce sujet. Dis-moi, pour toi, Mathilde, c'est quoi la maison ? C'est une bonne question. Pour moi, la maison, je dirais que c'est le nid, intuitivement. C'est vraiment son lieu à soi, c'est le nid, c'est la caverne, c'est là où on peut prendre soin de soi, c'est là où c'est un lieu de vie, c'est là où on se réunit, c'est là où on se retrouve. Pour moi, la maison, c'est sa coquille, quoi. Et selon toi, la maison, elle dit quoi de nous ? Là aussi, tu poses des grandes questions. Je commence. La maison, elle dit plein de choses de nous. Elle parle aussi bien de nous dans, j'ai envie de dire, dans le système familial, parce qu'en fait, elle va nous dire comment on se positionne par rapport aux autres. Et puis, elle parle aussi de l'organisation de la famille, de l'organisation du couple, de la vie de la fratrie quand il y a une fratrie. En fait, la maison, elle dit plein de choses de nous et qu'on ne sait pas forcément, en fait. Ouais. Tu vois ? Ça veut dire que c'est un accès à l'inconscient quelque part. C'est des choses qu'on fait totalement inconsciemment au sens psychanalytique du terme. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on va être en conscience, poser des choix et on va savoir pourquoi. Par exemple, on a besoin d'une suite parentale différenciée de l'espace des enfants, par exemple, parce que en conscience, on sait que voilà, on a besoin d'avoir cette distance par rapport aux enfants. Et puis il y a plein d'autres choses qui nous échappent, quoi. Ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est vraiment cette idée de on dit par là quelque chose qu'on ne sait pas en fait de nous. Oui, qu'on ne sait pas en termes de conscience. On n'en a pas conscience. Ouais. Donc on a vu ton point de vue sur la maison et moi ça m'intéresserait de savoir est-ce que avec tes patients, dans tes accompagnements, c'est un sujet qui vient régulièrement à la maison ? Est-ce que c'est le nœud des choses, d'autant plus que tu fais de la thérapie de familiale et de couple. Donc, est-ce que c'est un sujet qui revient et quelle vision pourraient avoir tes patients de la maison ? Ouais, alors c'est un sujet qui revient souvent. Je suis contente parce que j'aime beaucoup ça, mais parce que là aussi c'est quelque part très symptomatique en fait de là où ils en sont. Donc par exemple dans des thérapies de couple, on va tout le temps parler de la maison parce que on va parler des petites choses qui nous agacent chez l'autre. Oui, mais il respecte pas, il range pas ses affaires, il ferme pas la porte. Enfin, on va rentrer vraiment dans cette idée du concret de la relation
Donc on en parle beaucoup. Et puis moi, j'en parle aussi pour les aider à identifier, par exemple, des lieux où ils se sentent bien. Parce que c'est pas forcément dans leur maison ou dans leur maison. Est-ce qu'il y a un lieu où ils se sentent bien? Est-ce qu'il y a un lieu où c'est toujours conflictuel? Ça peut être aussi quand on se rend par exemple chez les beaux-parents, comme par hasard, c'est hyper conflictuel. Donc il y a des lieux par exemple qui sont propices à faire couple, et il y a des lieux où au contraire le couple va être mis à mal. Donc en fait on parle beaucoup de la maison, et puis beaucoup des lieux en règle générale dans la thérapie. D'accord. Ça veut donc dire que pour toi, alors je partage la même opinion, c'est que la maison est un territoire. Ouais, bien sûr. Et qu'il faut arriver à se partager ce territoire. Ouais. C'est bien ça. Je dirais la maison, c'est des territoires, en fait. Ouais. Tu peux développer ? Il y a cette idée de... il y a vraiment il y a mon espace vital à moi, il y a aussi l'espace de l'autre, il y a l'espace du tiers qui est le couple, et il y a l'espace du système familial, avec aussi l'espace des enfants. Donc tu vois, ça fait beaucoup de bulles entre guillemets, et la maison, c'est l'espace qui va réunir un peu toutes ces bulles. Donc comment on organise ça? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des lieux de tension? Est-ce qu'il y a des lieux de conflit? Est-ce qu'il y a des lieux où les bulles se mélangent? Est-ce qu'il y a de l'intrusion? Est-ce qu'il y a de la fusion? Finalement, tout ça, ça parle de nos relations, en fait, de nos relations de nous à nous-mêmes, et puis vraiment de la relation à l'autre. Ouais. On a souvent dit que la maison, c'était le territoire de la femme, pour toutes les raisons qu'on sait. Hein. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu as le sentiment que les choses ont évolué depuis combien de temps tu exerces au final? Moi, ça va faire 15 ans. D'accord. Et donc, en 15 ans, est-ce que tu as le sentiment que, tu vois, il y a eu peut-être pas un pivot, parce qu'on n'en est pas on va pas aller jusque-là, mais est-ce que tu as le sentiment que le territoire a changé dans la maison ou pas? Ouais, alors je vais avoir une réponse assez conventionnelle parce qu'on l'entend beaucoup, mais je pense quand même que le Covid a changé beaucoup les choses parce qu'en fait, c'est factuel. Voilà, en fait, avec l'explosion du télétravail, tout le monde a dû trouver sa place dans la maison. Il n'y a pas cette idée de je pars le matin toute la journée et puis je reviens le soir et du coup je laisse un peu la place à celui qui est le plus souvent dans la maison, quoi. Donc c'est comme si chacun avait un peu redécouvert cet espace-là, et ça avait ouvert un peu la possibilité de l'investir autrement. D'accord. Donc je trouve que en tout cas dans ma patientèle, les hommes sont vraiment investis dans leur maison, aussi bien dans les choix d'objets que dans les choix d'organisation, enfin d'organisation de l'espace. Je trouve qu'il y a beaucoup moins cette représentation des choses où ça serait que le domaine de la femme. Au contraire. Ouais. D'accord. Si on en revient à la notion de territoire, aujourd'hui, quels sont les conflits, on va dire, sous-jacents que tu constates le plus souvent chez tes patients ou même dans ta famille à toi, hein. Comment ça arrive en fait quelque part, et quelles sont les problématiques que tu peux rencontrer, et après on verra quelles sont peut-être les solutions que toi tu peux apporter à tes patients. Alors je sais pas si tu en as en tête ou pas, parce que c'est très large, il y en a vraiment en fait il y a un peu tout type de conflits autour de ça. Je dirais peut-être l'illustration pour moi un peu parfaite, c'est le couple à la naissance des enfants qui a plus de territoire, qui est complètement envahi par les enfants, tu vois. Ça c'est quelque chose qui revient vraiment, je pense, quasi de manière systématique. Oui, là c'est l'espace-temps et l'espace mètre carré qui est un peu empiété. Tu vois, quand ils parlent de par exemple leur lit qui est envahi de mouches bébés, de couches, parce qu'ils sont tellement claqués qu'ils se couchent dessus, etc. Il y a cette idée que du coup, l'entité couple, il va être très attaqué en fait. Comment on fait couple si on n'a même plus notre lieu quelque part à nous? Et en fait, le lit conjugal, c'est quand même un peu le symbole de ce lieu de couple où on fait couple, quoi. Et donc ça, par exemple, je trouve ça illustre très bien cette idée à une période de la vie, il y a une tension autour du territoire couple qui vient être vraiment très intrusé par la sphère des enfants.
Donc ça veut dire que il faut prendre soin. Enfin, il faut. J'aime pas trop l'injonction, mais c'est bien de prendre soin, même dans ces moments-là, de son couple. Ouais. Même si c'est quelques minutes par jour, c'est refaire son lit, c'est mettre à la poubelle les mouchoirs, même si ça demande effectivement un effort, mais pour nourrir quelque part autre chose qui serait le couple. Exactement. C'est cette idée de ça va peut-être révéler quelle sphère, entre guillemets, j'investis moins, et celle qui est moins investie, ça peut être OK pour un temps. Hein. Quand on a un nourrisson, c'est un peu, il faut survivre au tsunami et c'est tout à fait OK. Mais il faut faire attention que les choses ne s'installent pas dans la durée. Et effectivement, c'est prendre soin de son couple. Ça commence par avoir un joli lit, avoir une chambre qui est peut-être pas envahie par les enfants ou par l'espace bureau ou par les vêtements, des choses comme ça. C'est prendre soin. Et c'est vrai que tu vois, je trouve qu'il y a une grande mode du décloisonnement. Oui. Il faut tout le temps décloisonner, il faut enlever, il faut que ça circule librement, etc. Et c'est vrai que moi, en tant que psychologue, ça m'interroge pas mal. Parce que je trouve que, par exemple, tu vois, avec cette expérience du Covid, c'est comme si plus rien n'était cloisonné. La maison, c'était le travail. La chambre, en fait, c'était aussi là où on bossait. Les enfants, c'était aussi l'école. Enfin, tout était un peu mélangé. Le salon, ça devenait la salle de sport, etc. Et moi, je pense que c'est difficile, en fait, ce décloisonnement total. Nous, les psys, on est assez attachés, notamment les systémiciens, on est assez attachés à cette idée d'espace, à cette idée de bulle respectée pour chacun, à cette idée par exemple, de cloisonnement dans les générations, et que tout n'est pas mélangeable. Et que quand c'est mélangé, le risque, c'est aussi la confusion. Le risque, c'est de ne plus être... que personne ne peut être soi, en fait. Personne n'a d'espace. Ouais. Tu vois, un ado, par exemple, il a vraiment besoin d'avoir sa caverne, sa grotte, où généralement, c'est mal rangé, ça sent pas bon. Mais les fenêtres sont jamais ouvertes. Sont jamais ouvertes, mais... Voilà, il commence progressivement à construire son intériorité, sa personne. Il met des posters au mur immonde alors qu'on lui avait fait une jolie petite déco. Mais cet espace extérieur, finalement, il parle de son espace intérieur qui est en construction et qui a besoin de tâtonnement, qui a besoin d'expérience, de tester, etc. Donc moi, ça me semble important, en fait, cette idée de respecter un peu ces espaces, quitte à cloisonner. Oui, tu vois. Je parle, par exemple, tout bêtement, mais de pouvoir fermer sa chambre à clé, notamment la chambre des parents. C'est hyper important. Parce que c'est pas la même chose quand la porte est fermée à clé. Mais c'est que, oui, carrément, c'est qu'on préserve quelque part son couple et son intimité. Ouais. Alors moi, ça me fait penser, je parlais de mon cas particulier, mais... Ouais. Mais c'est parce que je m'en suis rendu compte a posteriori. Pourtant, tu vois, des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Toujours même. Voilà, bon, même si là, ça nourrissait le positif. Mais donc moi, je suis divorcée, j'ai 2 enfants, ados aujourd'hui. Mais au moment où j'ai divorcé, ils n'étaient pas ados, parce qu'ils avaient 5 et 7 ans. Et aujourd'hui, je vis avec mon amoureux. On a acheté une maison. Et moi, j'ai toujours dit, ce qui est important, certes, je suis maman, mais je veux préserver mon espace de couple. Et c'est important pour moi. Lui n'a pas d'enfant par ailleurs. Et en fait, quand on a acheté ensemble la maison, il s'avère que, c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans un autre podcast, mais bon, on a aménagé une partie de la maison. Il y avait une grande salle de bain, c'est une maison des années 50, une grande salle de bain qui faisait 25 mètres carrés. Ah ouais. Grande salle de bain, quand même. La seule salle de bain de la maison, au rez-de-chaussée. Et donc, on a décidé de faire notre suite parentale là, avec salle de bain, chambre, etc. Et les garçons sont à l'étage. Et en fait, un jour, je me baladais dans le jardin et j'ai constaté l'architecture de la maison. L'architecture de la maison fait que notre chambre donc, est en rez-de-chaussée, qui est une extension de la maison. D'accord. Et la maison principale où il y a le séjour, etc., et la chambre des enfants à l'étage, et sur la maison principale à étage. Donc. Et quand tu regardes extérieurement la maison, je n'habite pas sous le même toit que mes enfants. Ah ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ça l'image, mais effectivement, c'était moi, c'est ce que je transpirais à l'époque, c'est que j'avais besoin
de construire une intimité dans mon couple, à distance, quelque part, de mes enfants. Et j'avais besoin de ça. Et il s'avère que l'univers, le hasard ou je ne sais quoi. Peut-être pas, t'as pas eu ce coup de foudre pour cette maison, peut-être pour rien, tu vois. Oui, mais sachant que ce n'était pas cette pièce-là, tu vois. Donc j'ai imaginé, j'ai fait évoluer cette maison en disant, voilà, tu vois. Cette maison permettait cette possibilité-là, en fait. Et c'est vrai que c'est un écho, je trouve, entre l'inconscient, enfin l'habitat et ce qu'on rencontre dans notre vie, et nos besoins, nos envies, etc. Et je pense qu'il faut être à l'écoute, justement, de ça. Ouais. Et j'ai un autre exemple aussi d'une cliente par rapport au territoire que j'ai accompagné. Donc, si elle m'écoute, je répète et je le redis X fois dans les accompagnements, c'est qu'il n'y a jamais aucun jugement de ma part. C'est qu'on fait avec ce qu'on est et ce qu'on a. Donc c'est vraiment ça. Mais mes accompagnements commencent toujours par la visite du lieu, ce qui est logique puisque moi je travaille sur le lieu, c'est le point de départ des choses. Et en fait, je connaissais, puisqu'elle me l'avait dit, la constitution de la famille, mais quand j'ai vu les images de la vidéo, il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Et c'était donc une famille, 2 enfants et un couple, et monsieur était... Enfin, je ne ressentais pas la présence de monsieur sur la vidéo. Et effectivement, une partie de notre travail, ça a été cette partie de territoire. Puisque la façon d'exprimer... dans l'absolu, ça posait aucun problème à monsieur, puisqu'il se sent bien dans l'appartement, etc. Mais pour autant, sa seule façon d'exprimer les choses, c'était de laisser traîner son pot de yaourt le soir sur la table basse. Qui mettait en colère madame, effectivement, parce qu'il laissait traîner ça. Mais il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. C'est juste une histoire de territoire, en fait. Oui, et puis une construction à 2, tu dis, ça lui convenait. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Gaëlle, parce que je me dis, en séance, on va pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui fait que le couple s'est construit où il n'y a pas d'espace pour monsieur. Est-ce que c'est justement représentatif d'une relation de couple? Qu'est-ce que ça vient dire du couple? Et je trouve hyper intéressant que toi, tu travailles dans le concrètement. Si vous voulez que ça bouge, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça bouge? Et je trouve que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et moi, souvent, en cabinet, je dis à mes patients, il faut qu'on réfléchisse sur la construction, parfois sur les blessures, parfois sur les ressources, mais il faut toujours qu'on ait quelque part une application concrète. Parce que si on reste, entre guillemets, que dans du cérébral, ça va faire un peu pchit. Il faut toujours que concrètement, il y ait des décalages, il y ait des choses qui bougent. Alors nous, on vise un mouvement psychique, mais en fait, il faut qu'il se concrétise. Et ce que je trouve très intéressant, c'est par ce que tu proposes dans tes accompagnements, en fait, tu vas proposer ce mouvement-là. Donc, et ça serait intéressant de voir ce mouvement-là concret. Qu'est-ce qui vient créer comme répercussion sur la relation, en fait, sur les interactions. Alors déjà, dans le cas présent, là, c'est faire prendre conscience à la personne, en l'occurrence, là, c'était à madame, de ce... déséquilibre quelque part, parce qu'il y a un déséquilibre qui est présent. Encore une fois, ça pose pas de problème à monsieur, donc moi je vais pas créer des problèmes là où il y en a pas au final. Mais malgré tout, l'idée c'est d'aller calmer quelque part la colère de madame et de comprendre le point de vue de monsieur. C'est que monsieur, au final, il peut a priori avoir qu'une expression limitée qui est de faire traîner son pot de yaourt ou ses miettes sur la table basse, parce que c'est compliqué pour lui, et c'est un mécanisme qui se met en place entre eux, en fait, au final. Mais c'est dans l'idée de changer là aussi de point de vue, et de voir peut-être le point de vue de monsieur, et que quelque part, sa façon de s'exprimer, c'est ça. Mais oui. Et du coup, de baisser la colère de madame, et que ça suscite plus une problématique. La conséquence, ça a été, en fait, c'est souvent de laisser de l'espace à l'autre, au final. Donc, c'est laisser un peu plus d'espace, d'expression, ou d'espace mètre carré, et toujours, c'est toujours ça. Il y a toujours aussi la question de laisser, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est, je trouve, d'avoir chacun un espace. Donc, je sais pas, toi, par exemple, quels sont quand tu es dans la symbolique de l'habitat ou comment tu donnes des tips quelque part, comment on arrive à se constituer un espace à soi
dans la maison, quand au final, il n'y a pas trop d'espace en mètres carrés. Est-ce que tu as des techniques ou des conseils à apporter là-dessus ? Alors, juste pour... je reviens sur la présentation que tu as faite de ton accompagnement juste avant. Juste pour préciser, je me dis, tu vois, nous, en tant que psy, je pense qu'on aurait travaillé peut-être aussi sur les croyances de monsieur, sur qu'est-ce qui fait que peut-être il a cette idée que lui, il peut se contenter des miettes, ou que lui, il n'a pas besoin d'avoir un espace, ou que lui, il n'a pas le droit d'avoir un espace. Tu vois, on aurait pu rebondir comme ça. Du coup, pour revenir à ta question qui était comment est-ce qu'on fait pour se créer un espace à soi, c'est ça, c'est ça. Très, très concrètement. Je trouve déjà, je te dirais, le premier espace, c'est notre corps, en fait. C'est nous, en fait, c'est notre enveloppe. Et moi, je suis toujours frappée de voir que j'ai beaucoup de patients qui habitent pas leur corps, qui habitent pas leurs pensées, qui habitent pas leurs émotions. Donc souvent, on travaille sur mais qu'est-ce que vous ressentez ? Et quand vous ressentez ça, qu'est-ce que ça vous fait ? Donc déjà, les inscrire un peu plus dans ce qu'ils sont, dans leur enveloppe. C'est quand même un peu la base, mais en fait... Les fondations. Les fondations, mais qui sont pas toujours là. Comment ça se fait, d'après toi, que les gens se coupent parce qu'on est beaucoup, je pense, à avoir ce mécanisme-là, de se couper de l'émotionnel et du lien au corps, en fait. Alors déjà, on est dans une société où y a la tête d'un côté, le corps ailleurs et le corps de l'autre côté. On est quand même dans une société où on va découper, cloisonner pour le coup tout ça, voire même découper le corps. Tu vois, on va à l'hôpital en fonction de la partie du corps qui est touchée, on va pas au même étage. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas du tout cette idée de on réunifie les choses. Là où dans d'autres cultures, c'est peut-être un peu plus facile. Mais nous, c'est vraiment très dissocié. Et après, cette forme de clivage ou de dissociation, c'est aussi un mécanisme de protection. Parfois, ça parle de oui, mais quand j'ai écouté mes émotions, en fait, j'ai été très fragilisée, ou en fait, je me suis retrouvée très seule, personne ne les a écoutées, ou alors j'ai pas aimé ce que je vivais. Ça parle un peu de notre expérience par rapport à nos émotions et aussi par rapport à notre corps. Tu vois, est-ce que on a cette expérience d'un corps où on peut s'appuyer sur lui, un corps qui est aimé par l'autre, un corps qui est consolé, ou est-ce qu'on a aussi cette expérience d'un corps qui est fragile, d'un corps qui peut être rejeté par l'autre. Enfin, ça parle beaucoup aussi de notre construction par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment un peu, j'ai envie de dire, le premier travail à faire, et pas des moindres, parfois, qui prend... C'est vraiment de revenir à ce que ça génère en nous, l'émotion. Écoutez ça, petit à petit. Et après, on peut aller plus loin. Et après, tu vois, il y a cette idée de... moi, je travaille aussi sur l'enveloppement, par exemple, des vêtements. Ça aussi, c'est important. C'est la deuxième enveloppe, quelque part. Tu vois, les patients qui sont très déprimés, on se met d'accord sur, justement, au lieu de quelque part renforcer le noir que vous ressentez en étant en jogging toute la journée, même si j'ai pas grand chose contre les jogging, mais enveloppez-vous de douceur. C'est une chose que je peux proposer, tu vois, de dire, choisissez au contraire un vêtement dans lequel vous vous sentez bien, un vêtement qui va vous consoler, et puis après on parle très concrètement aussi de l'organisation de la maison. Est-ce qu'il faudrait pas changer par exemple les enfants de chambre, est-ce qu'il faudrait pas investir dans un nouveau bureau pour que ça soit vraiment un espace où c'est plus facile de se connecter à sa pensée. Enfin, on est vraiment aussi dans le très concret, quoi. Après, comme j'aime bien ça, en plus, souvent on parle marque, déco, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est non pas de moi leur plaquer ce que j'imagine important, mais de quoi ils ont envie eux,
qu'est-ce qu'ils identifient comme besoin et qu'est-ce qu'ils aiment. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Ouais. J'imagine que toi, tu le vois beaucoup dans tes accompagnements, mais Et qu'est-ce que vous aimez, quel style vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et surtout aussi les objets qui les ramènent à des bons souvenirs, qui les ramènent à leurs enfants, à leur enfance, leur Madeleine de Proust. Tu vois, tout ça, c'est des ressources. Tout ça, ça fait qu'en fait, quand on a tout ça autour de soi, en fait, on se sent bien et que là, c'est un nid agréable où on se ressource et pas quelque chose qui est attaquant. Tu vois. Qui peut être froid ou impersonnel ou ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui on vit dans un monde d'images et très souvent on nous dit ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ce qui est beau ou ce qui n'est pas beau, et que quelque part la maison, même effectivement la tenue vestimentaire et le choix des vêtements, mais la maison encore plus, parce que là ça touche encore plus à l'intimité. Parce qu'à la limite, on peut ne faire rentrer personne chez soi. Eh bien, c'est là où c'est important, je pense, d'apprendre à se connecter. Parce que je pense que c'est un apprentissage, ou de réapprendre à se connecter à ce qui nous touche, à ce qui nous génère une émotion. Et surtout, à se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je suis dans mon salon. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je suis dans ma chambre. À quoi j'ai besoin de me connecter. Et après, avoir tout la latitude pour se dire, tiens, mais telle couleur, et avoir la curiosité aussi, telle couleur, ça me génère telle émotion, tel sentiment, tel objet, tel toucher, se reconnecter au toucher, ou à l'odeur même. Bien sûr. Là, il y a une bougie qui est en train de brûler. Ça fait partie de l'identité olfactive d'un lieu et de qui on est. Donc c'est multisensoriel au final. Et c'est génial parce que dans ce que tu dis, Gaëlle, je trouve qu'il y a cette idée de tout ça, ce sont des ressources pour la personne. Tout ça, ce sont des alliés psychiques énormes. C'est vraiment, une bougie qui sent bon et qui a une odeur qui nous rappelle quelque chose d'important dans notre vie. Et en fait, ça nous permet d'aller bien aussi. Ça nous permet de nous envelopper. Ça nous donne du courage, ou ça nous console, ou ça nous donne la pêche, comme un objet, comme une couleur. Mais c'est hyper intéressant de voir que ça, c'est subjectif et qu'effectivement, on est dans un peu dans un monde où on nous dit tout le temps en fait ce qu'on doit aimer, pas aimer, ce qu'on doit penser, ressentir, et que je trouve hyper intéressant cette idée que tu les accompagnes pour qu'ils découvrent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et que non, on n'est pas obligé de faire comme on nous a dit, mais que ce qu'il y a de plus précieux, de plus riche, c'est qu'est-ce que vous avez en vous, quoi. Quels sont vos souvenirs à vous, vos besoins, mais parce que je pense qu'aussi on est trop aujourd'hui dans un sens qui est l'œil et le regard. Parce qu'on est tellement nourri d'images, etc. Et qu'au final, on ne redescend pas sur c'est quoi le toucher de ce plaid en laine ou du velours. Il y a le velours, le toucher du velours rasé. Automatiquement, on n'a pas la même, on n'a pas tous la même sensation. En fait, ça ne génère pas la même chose. Et c'est vrai que je trouve que c'est un vrai travail à faire pour se constituer un cocon qui nous ressemble et qui nous, encore une fois, qui nous nourrit, quoi. Et ça revient à cette idée d'incarner un peu plus. On en parlait tout à l'heure en disant se connecter à son corps, à ce que nos émotions, comment elles se traduisent dans notre corps. Là, tu parles du toucher. Enfin, vraiment cette incarnation aussi des choses, qu'on n'est pas que des êtres qui regardent ou qui pensent, mais aussi on est des êtres qui éprouvent, qui sentent. C'est hyper important. Une question qui m'intéresse aussi, c'est le rapport à l'objet. En quoi l'objet nous ramène en fait à notre histoire et vient nourrir en fait l'habitat et la relation qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des objets des fois qui pèsent dans une maison. Parce qu'ils vont raconter une histoire et inconsciemment, il va se passer des choses. Moi, j'ai l'exemple d'une cliente que j'accompagne aussi. Quand je suis allée chez elle, je vais rarement chez les gens, mais ça se passe plutôt par vidéo, mais là, c'est arrivé. Et puis, elle me fait visiter la maison normalement, parce que je suis là pour ça. Et arrive dans le salon, donc elle me présente une armoire et elle me parle des différents objets de cette armoire. Et donc, moi, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Et en fait, m'apparaît que il y a toute sa lignée de femmes représentées dans cette armoire, mais exclusivement.
Cette armoire, génial. c'est son armoire de petite fille. Et il y a le vase de sa grand-mère, les coupes à champagne de son arrière-grand-mère, etc., etc. Et ça va même jusqu'à une bouteille qui était là, qui n'avait rien à faire là, voilà, et qui raconte l'histoire d'une autre grand-mère. Bon, voilà. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte que vous racontez votre histoire de lignée de femme, en fait. Génial. Et ça a été fait complètement inconsciemment. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas un storytelling autour. Ouais. On parle tellement de storytelling. Ouais. Et Incroyable. j'ai trouvé ça, mais je trouve ça beau, en fait. Ouais. Et si elle m'écoute, je lui fais son petit clin d'œil. Et je trouve cette histoire belle, en fait. Ouais. Et elle se posait la question d'enlever cette armoire. En fait, la problématique, c'était ça, de déplacer cette armoire, tu vois. Ah ouais, il y avait une question autour de cette armoire. Est-ce que je dois la laisser là, tu vois? Ouais. Donc je trouve que la puissance de l'objet, et aussi il y a la maison, il y a tout ça, mais les objets. Quel est ton point de vue à toi? Non mais c'est génial, ton anecdote, je la trouve folle. Ah, moi, je trouve ça beau. Parce que je trouve que ça pose vraiment cette idée de la question de notre héritage transgénérationnel. Tu dis, tu vois, c'est une lignée de femmes, de ses grands-mères. Et donc quand elle te dit, cette armoire, est-ce que je la bouge ou pas? Peut-être que c'est une question de qu'est-ce que je fais de mon héritage transgénérationnel. Peut-être que ça prend un peu trop de place à l'intérieur de moi. Peut-être que les injonctions autour de ce qu'est une femme, de ce qu'est une mère, se prennent trop de place. Peut-être que au contraire, j'aurais besoin de me reconnecter un peu plus à la figure de mes grands-mères, à ce qu'elles représentent pour moi. Tu vois, en fait, c'est l'objet. Ce qui me vient en tête, c'est, je sais pas si tu as lu Harry Potter, si. Gaëlle. Bon, alors il y a un moment, je suis pas la plus pro. Ma fille, elle est vachement plus forte que moi. C'est moi qui demande à mes ados de regarder Harry Potter de temps en temps. Voilà, ma fille, elle va hurler quand elle va écouter ce qu'elle va. Elle va me dire, maman, t'as mal expliqué. C'est pas grave, j'essaye. Il y a, je crois que c'est Harry Potter et la coupe de feu ou je sais pas quoi. Et en fait, au moment où Harry touche la coupe, en fait, il est amené dans un endroit, en l'occurrence, qui est dangereux, où l'attend Voldemort, etc. Et ben en fait, c'est comme si l'objet, il a ce pouvoir-là. C'est-à-dire que quand on le regarde, quand on le touche, il a ce pouvoir de nous amener soit à une personne, soit à un souvenir, soit à une période de notre vie, soit à cet héritage transgénérationnel. Tu vois, ces objets, c'est formidable. Ça dit finalement, encore une fois, ça parle de notre monde intérieur, ça parle de notre construction. Et je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir dire, tu vois, par exemple au cabinet, par exemple dans un travail de deuil, moi je leur demande beaucoup d'apporter des objets. Parce que c'est important. Pourquoi cet objet? Par exemple, je pense à une patiente qui a perdu son père. Je lui dis, si vous aviez un objet qui pouvait me parler du lien entre votre père et vous, qu'est-ce que ça serait? Bon, elle m'a apporté un objet. Enfin, donc tu vois, les objets, ils ont ce pouvoir de nous ramener, de nous raconter. Et parfois, ils nous parlent du coup aussi ça peut être en positif parce que ça peut nous donner beaucoup de force, ça peut être une ressource, mais ils ont aussi un pouvoir entre guillemets nocif parce que ça peut parler aussi de traumatisme. En fait, cet objet, je l'ai tout le temps chez moi, mais en fait, quand j'y pense, il me renvoie à un trauma dans mon enfance, par exemple. Des loyautés. Ouais. Ça parle de relations qui peuvent être douloureuses pour nous, ça parle de choses qui ne sont pas à leur place. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, ça vient illustrer finalement notre construction, notre monde intérieur. Dans le cas d'objets qui justement pourraient être nocifs parce qu'effectivement ça nous ramène à des choses de notre histoire pas très positives, on va dire. Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que je me débarrasse de cet objet? Qu'est-ce que tu préconises à ce niveau-là? Alors surtout, je préconise rien du tout parce que c'est pas moi, Mathilde, experte en psychologie, qui saurait mieux que la personne. On va en discuter. Alors pourquoi ça vous pose problème? Qu'est-ce qui dit cet objet? Où est-ce qu'il est maintenant? Mais peut-être, est-ce que vous seriez à l'aise pour le bouger? Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire ça me fait mal, mais je suis pas prête. Ou peut-être que ça parle aussi de la pulsion de destruction qui est encore très à l'œuvre chez eux. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de les accompagner pour savoir ce qu'ils vont en faire eux. Qu'est-ce qu'ils vont choisir
d'en faire. D'accord. Tu vois. Ça, c'est plutôt, entre guillemets, notre travail de psychologue. Okay. C'est de les amener à ce qu'eux puissent poser un choix. Et parfois, on est hyper étonné de ce que les personnes en font, en fait. Oui, dans le sens où ils peuvent le laisser parce que maintenant qu'ils ont pris conscience du lien quelque part invisible. Exactement. C'est comme s'ils avaient coupé la magie. Ils disent en fait je peux regarder ça me permet de me dire par exemple que de ne pas oublier parce que j'ai pas oublié, ça a fait partie de ma vie, mais j'ai pas besoin de le mettre aux oubliettes parce que si je le mets aux oubliettes en fait il peut avoir encore plus de force. Donc on est surprise en fait, c'est ça qui est sympa en thérapie, c'est qu'on est toujours surprise par les chemins que les personnes prennent. C'est pas forcément ceux qu'on visualisait pour eux au début. Et c'est tout l'intérêt d'être en co-construction, de les accompagner et de ne pas savoir pour eux, en fait, quelque part. Et j'en viens, là il y a quelque chose qui me traverse, tu sais, c'est le moment où tu vas faire couple, donc tu imagines 2 personnes célibataires et qui vont se réunir dans un même lieu, qui peut être celui de monsieur, qui peut être celui de madame ou un autre. Et c'est vrai, c'est souvent le premier moment, on va dire, qui est compliqué parce que c'est faire rentrer dans un seul univers, en tous les cas, l'univers de 2 personnes qui vont faire corps, entre guillemets. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là, d'un point de vue peut-être plus psychanalytique, psychologique, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Alors, d'un point de vue psychologique, parce que moi, je suis pas psychanalyste, mais oui, c'est vrai que c'est toujours une période intense. C'est rarement là où on nous consulte. On nous consulte. Oui, parce que tout va bien quand même. Il y a cette idée. Mais il y a beaucoup de choses qui se créent, qui sont importantes à ce moment-là. Oui. C'est l'origine. Oui, mais en fait, t'as balancé toutes mes affaires. On avait gardé que tes affaires à toi. Ou alors, j'ai dû me séparer des choses qui me coûtaient beaucoup. En fait, ça parle vraiment de cette idée, comme tu dis très bien, de 2 bulles qui se rejoignent, mais en fait pour en créer une 3e. Et c'est ça, c'est un peu là ce qui est intéressant, c'est que c'est le début de la création du couple. Tu vois, on dit souvent en systémique que le couple c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire c'est pas la fusion des 2, c'est bien plus que la somme des 2 partenaires. Et donc en fait, ce premier appartement, c'est quelque part la concrétisation du couple. Et donc ça permet de visualiser peut-être aussi comment chacun se sent dans ce couple, qu'est-ce qu'il y a investi, qu'est-ce qu'il a envie de mettre, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de mettre, est-ce qu'il a envie de garder absolument son espace, ses objets, est-ce qu'il a envie de repartir à zéro et il se noie dans ce couple-là. En fait, là aussi, c'est très symbolique, on pourrait dire plein de choses, mais je trouve ça intéressant de le regarder comme une première création du couple. Et si tu veux, l'intérêt en thérapie, c'est de le présenter comme ça pour que les personnes regardent ensemble ce qu'ils créent. De sortir de parfois cet affrontement, l'un contre l'autre, ou c'est ta faute, ou c'est ma faute, toi tu as fait ça, moi j'ai fait ça. Mais de dire ensemble, qu'est-ce qu'on a créé ? Ensemble, comment ça fonctionne ? Tu vois ? Donc, et en utilisant la symbolique de l'habitat dans exactement. Et de l'espace. Ouais. Exactement. Qu'on alloue à l'un ou à l'autre, à l'objet de l'un ou de l'autre. Il y a un outil ce qu'on appelle un objet flottant que j'aime beaucoup. C'est cette idée d'aider les personnes à visualiser leur couple. C'est pas facile de visualiser ce qu'on a créé à 2. Cette fois, c'est pas tant en prenant un lieu, mais un objet. C'est ce qu'on appelle la chaise. Donc on va leur demander, imaginez, voyez, le couple. Si votre couple était une chaise, dites-moi comment il serait. Et donc on demande ça à chacun des partenaires. Et en fait, ça leur permet de comprendre en fait ce qu'ils créent ensemble et comprendre peut-être ce qui fonctionne, mais aussi ce qui peut être plus douloureux, ce qui peut être problématique, ce qui peut dysfonctionner, là où ils auraient besoin d'aide. Donc en fait, c'est toujours cette idée de ça va dire quelque chose là de la relation, par exemple. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu as d'autres symboliques ? Parce que j'aime beaucoup en fait ton approche dans la symbolique des choses. Moi, c'est quelque chose qu'on partage. Est-ce que tu as d'autres entre guillemets tips comme celui-ci autour de la symbolique qui pourraient être utiles
dans le territoire, dans le partage du territoire, ou voilà, qui permettent de faire avancer les gens. Moi, je suis... Mon dada, c'est un peu les images. Ouais. Donc mes patients, ils le savent. C'est quand on bloque un peu sur un sujet, c'est essayer de basculer dans l'analogique, de basculer dans l'image. Tu vois, donc par exemple, pour la question du territoire, on peut leur dire, mais donnez-moi une image pour que je comprenne ce que vous ressentez quand vous rentrez dans la chambre de votre enfant. Et je dis, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'ado, est-ce que tu pourrais me donner une image qui pourrait me permettre de comprendre ce que tu ressens quand ton père rentre dans ta chambre sans frapper ? Et c'est toujours très intéressant de passer par là, parce que ça nous permet de dire des choses parfois qu'on ne sait pas nous-mêmes, on n'est pas en conscience, et puis ça permet vraiment à l'autre de comprendre un peu ce qui nous habite. Et en fait, quand les choses sont comme ça dites, ça permet à chacun de s'ajuster à l'autre, tu vois. Ouais. Et c'est un peu tout l'enjeu d'une thérapie, hein, c'est de pouvoir identifier ce qu'on ressent, de pouvoir le transmettre à l'autre, que l'autre puisse l'accueillir, parler à son tour, et que chacun puisse s'ajuster. Donc les images, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, carrément. Ouais, tu vois. Carrément. Ouais. Moi, j'ai constaté aussi, enfin, de mon premier rendez-vous, donc l'idée, c'est d'aller... je demande aux clientes que j'accompagne de faire une vidéo de leur lieu, comme si elles allaient vendre leur lieu ou le céder. D'accord. L'idée, c'est de ne pas m'influencer sur je ressens ci, je ressens ça. C'est moi pour pouvoir me faire ma propre opinion. D'accord. Et en fait, j'ai constaté que le fait de regarder à travers un objectif son lieu, très souvent, d'elles-mêmes, les personnes commencent déjà le travail parce qu'elles prennent du recul et elles constatent que peut-être que c'est en bazar, donc ça vient dire quelque chose de moi. Peut-être que tiens, j'ai vu mon lit, il était coincé contre la fenêtre et comme de par hasard, comme je dis, j'ai du mal à faire couple justement. Ou voilà, bon, il y a plein de choses. Et c'est une prise de recul. Et je trouve que cet exercice aussi, c'est intéressant à faire parce que on regarde à travers un objectif. Donc on devient réalisateur de sa vie et non plus acteur. Voilà. C'est une prise de distance qui est différente et qui est bien sûr hyper intéressante. Mais c'est exactement ce que je te disais avec l'idée de cette chaise, c'est cette idée de prendre du recul sur, par exemple, ce qu'on a créé pour pouvoir aussi peut-être mettre en place des changements ou ces fameux mouvements dont on parlait tout à l'heure. Et tu vois, parfois en séance, je fais changer les gens de place. Je leur propose de changer de place, je leur propose de se lever. Parce qu'en fait, ce mouvement, quand on l'expérimente, c'est important d'expérimenter le mouvement. Tu vois, là, on est incarné, on est concret. Souvent, ça permet de faire aussi un mouvement psychique, en fait, derrière. Et ça me fait penser au moment des repas, d'ailleurs, le fait de changer de place. Ouais. De pas toujours avoir les mêmes places autour de la table. Chez toi, c'est quelque chose qui est instauré ou c'est tout le monde moi je pense que c'est assez ritualisé, tu vois. Peut-être pas au niveau des enfants où ça peut bouger, mais mon mari et moi, je pense que on est souvent à la même place. Chez nous aussi, c'est pareil, chacun a sa place. Mais par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand je travaille, ça m'arrive de travailler. J'ai un bureau, mais ça m'arrive de travailler sur la table de salle à manger quand même. Je ne m'installe jamais à ma place, quelque part. À la place où je mange, je ne... Parce que j'ai pas la même énergie, en fait. Il se passe pas la même chose. Et puis, je sais pas si tu as expérimenté quand t'arrives pas à bosser, parfois de changer de lieu, soit dans ton appartement, ta maison, soit d'aller dans un café où la déco est inspirante, etc. Ça vient activer des choses chez nous différentes. Parfois, c'est ce nouveau souffle ou c'est hyper intéressant. Et ça, est-ce que la psychologie explique ça? Parce que moi, l'énergétique l'explique, mais le point de vue de la psychologie, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être en bonne systémicienne, je te dirais, peut-être que quand tu es sur ta table de la salle à manger, à la même place, tu es là en tant que, par exemple, maman. Et que du coup, c'est la maman
qui s'exprime et qui s'active. Quand tu es derrière ton bureau, c'est la femme active. Et du coup, il y a ça qui va s'activer. Oui, mais en même temps, quand tu es dans telle pièce, c'est une autre partie de toi-même. Ou peut-être que quand, tu vois, là, en ce moment, j'écris un livre, je bouge tout le temps de place parce que j'ai besoin d'activer différentes parties de moi. Et donc, si j'écris à un seul et même endroit, je vois bien que je tire, entre guillemets, un peu dans le même tiroir de mon intérieur. Donc, j'ai besoin de bouger pour, tu vois, activer d'autres zones de moi-même. Est-ce que ça voudrait dire que avoir une pièce bureau, au fond, quand on travaille de chez soi, je parle, est-ce que c'est un bon choix ? Non, je me pose souvent la question, en fait. D'avoir une pièce qui peut... Moi, j'aime bien l'idée, parce que souvent, je sais que quand il y a des conflits, notamment en télétravail, monsieur et madame télétravail, mais pas les mêmes jours, etc., mais mettre en place un planning en disant tiens, tel jour, le lundi, c'est moi, le mardi, c'est toi, et on s'organise comme ça. C'est avoir une espèce de pièce tournante, tu sais, donc tournante en termes d'activité. Donc ça peut être l'activité bureau, mais demain ça va être l'activité piano, je dis n'importe quoi, ou salle de jeu des enfants le mercredi. Et c'est vrai que on a tendance dans la maison à attribuer telle pièce, telle fonction, et que ça n'existe pas des pièces tournantes. On a une pièce voilà, multifonction. Je dirais tout dépend aussi de ce que la personne a besoin pour être au travail. Tu vois, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un espace très ritualisé, d'avoir un espace fermé, ou d'autres, ils ont besoin d'un espace ouvert, sinon ils se sentent oppressés, acculés au travail. Je trouve que c'est intéressant tu vois, on en parlait tout à l'heure, de revenir à ce que la personne a identifié de ses besoins. Pour pouvoir, mine de rien, vous concentrer dans le travail, vous auriez besoin de quoi ? Est-ce que vous auriez besoin de fluidité, de créativité, par exemple ? Parce que en fait, ce que tu dis, c'est cette créativité-là. Ou est-ce que, au contraire, vous avez besoin de rituels, de répétitions voilà, c'est un peu la question que j'aurais envie de poser à la personne, tu vois, pour essayer de voir ce qui fonctionne pour elle, tu vois. Et ça vient aussi, même si on sort un peu du sujet, mais ça t'arrive, j'imagine, régulièrement d'avoir des gens qui te disent en fait, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Ouais, oui. Oui. Comment on se reconnecte à ses besoins ? Vaste question. Sujet. On repart pour 2 heures. Ouais. Non, c'est vrai. Et je suis toujours un peu sidérée par cette réponse de je sais pas ce dont j'ai besoin. Et moi, je leur dis souvent, on va faire des tests. Vous allez essayer telle ou telle chose que vous avez envie d'essayer et regardez ce que ça fait en vous. Et en fait, au fur et à mesure des textes, vous allez découvrir que ça me fait vibrer, ça m'énerve, ça me console, ça me met dans la joie. On expérimente en fait un peu les choses et au fur et à mesure, ça se clarifie pour les personnes. Ça, c'est dans l'aspect concret. Et puis après, évidemment, dans l'aspect thérapeutique, on essaye de comprendre est-ce que ça a toujours été là, ou est-ce qu'il y a un moment où ils se sont déconnectés de leurs besoins, est-ce que quand ils étaient plus jeunes, ils ont fait l'expérience que leurs besoins étaient importants et que l'adulte pouvait répondre à leurs besoins, ou est-ce qu'ils ont fait l'expérience que j'avais beau avoir besoin qu'on me console, personne venait, donc franchement j'ai mis ça de côté. Tu vois, on va aussi évidemment travailler ces questions-là, tu vois. D'accord. Toujours ces deux versants, tu vois, à la fois du pratico-pratique et à la fois réfléchir, mettre en récit, mettre en lumière l'histoire de la personne. Super. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ou d'autres expériences, d'autres témoignages concernant cette notion de territoire et peut-être la maison, l'habitat au sens large. C'est terrible parce qu'il y aurait tellement de choses. Un message important pour toi. Il y aurait tellement de choses à dire. Là, attends, je prends 2 minutes pour réfléchir quelque chose d'important pour moi autour de la maison. Moi, j'aurais peut-être juste envie de dire que souvent mes patients, quand ils arrivent, quand ils viennent me voir, ils sont pas très bien
Et l'idée de la thérapie, c'est un peu d'avoir un espace où on les enveloppe, un espace où on prend le temps de les consoler, pour après aussi les décaler, les challenger, les mettre en mouvement. Et je trouve très important que là aussi ça se concrétise dans leur intérieur. Là on travaille sur l'intérieur psychique, mais que leur intérieur soit quelque chose aussi qui soit porteur. Et donc je trouve ça vraiment important qu'ils investissent cet intérieur, leur maison, leur appartement, leur chambre. Tu vois, je pense à un patient qui souffre de traumatisme infantile très grave avec des carences immenses. Et là, je bataille avec lui pour que son appartement soit un tout petit peu plus animé. Parce qu'en fait, il me dit, il y a un canapé, une table basse et un matelas par terre, point. Et l'idée, c'est de leur dire, c'est un peu à l'image de sa vie. En fait, il est dans cette idée d'une survie et il me faut juste les basiques pour survivre. Et je me dis, le jour où ce patient, il va mettre une plante verte, le jour où il va accrocher un tableau, ou alors il va mettre un objet qui sert à rien, mais qu'il a trouvé beau, je vais me dire, ok, ça veut dire que là, la vie, elle s'accroche, ça y est. On n'est plus dans la survie, on est dans la vie. Donc tu vois, là, je te propose quelque chose d'extrême, mais je trouve ça illustre très bien. Voilà, plutôt cette idée de, si vous voulez aussi aller bien, aller mieux, faites attention à comment vous êtes dans votre corps, comment vous vous enveloppez, et puis aussi faites attention à votre intérieur. Là aussi, si vous avez besoin de couleur, mettez de la couleur. Si vous avez besoin de relief, mais mettez différentes matières chez vous. Faites-vous accompagner. Je pense vraiment que c'est ton travail. Oui, je pense que c'est vraiment un métier de pouvoir valoriser l'espace. Mais c'est trop important, en fait, surtout dans un monde où on est quand même très anxieux. On peut vite être déprimé. Mais créez votre petite bulle de bien-être, quoi. Et être créatif et se connecter à sa créativité. Et oui, être créatif. Alors ça, j'aime bien. Mais alors, c'est un mot qui fait peur, je pense. Ouais. Parce qu'on s'imagine tous, moi je suis pas créative, je fais rien avec mes mains. Ouais. Et ce qui n'a rien à voir, en fait. Être créatif, déjà, c'est de l'expérience, comme tu dis. C'est tenter des choses, tester des choses. Et des fois, ça marche et des fois, ça fonctionne pas, c'est sûr. Mais c'est pas grave, au fond. Voilà. C'est commencer d'un coin d'une pièce et petit à petit raconter une histoire et dérouler cette histoire-là, quoi. Et puis accepter qu'on teste, on se plante, et c'est pas grave, mais on sort du coup de cette espèce de croyance de je suis comme ça ou je ne suis pas comme ça. Ça c'est pour moi, ça c'est pour les autres. Pourquoi en fait ? Est-ce qu'on pourrait pas élargir un peu le champ des possibles ? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que peut-être qu'on a plein de ressources en nous qu'on n'a pas encore exploité ou vu, Et puis oui, encore une fois, c'est un métier. Donc il y a des personnes pour nous aider à concrétiser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est ce que tu fais, c'est ça, cette idée de peut-être que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à réaliser ça. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ah oui, je pense pour un mieux-être. Ouais. Clairement. Il y a un exercice en psychologie que j'aime beaucoup et je pense que ça peut illustrer tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est le lieu refuge. Oui. Le lieu refuge, c'est un exercice plutôt que j'utilise moi en EMDR, donc quand je travaille plutôt le psychotrauma. C'est cette idée d'aider la personne à visualiser un lieu qu'elle invente ou un lieu qu'elle connaît où elle se sent bien et en sécurité. Et en fait, les gens inventent très rarement. Les gens, ils vont puiser en fait dans le trésor de leur mémoire pour attraper une maison de famille, pour attraper une plage, pour attraper une montagne. Et en fait, de se connecter à ce lieu, ça les apaise, ça les sécurise. Et puis nous, après, il y a tous des exercices derrière pour renforcer ces sentiments de sécurité. Mais tu vois, je trouve que ça témoigne bien de l'importance du lieu. Le lieu qui peut être vraiment ressource
en fait? Alors moi, ça m'arrive pour des clientes notamment qui ont du mal qui sont amenées à beaucoup se déplacer, etc. Et effectivement, leur lieu de sécurité, c'est leur lieu, leur maison. Ouais. Et souvent, ce que je préconise dans ce cas-là, c'est d'amener quelque chose de la maison. Ouais. Donc par exemple, s'il y a un arbre, c'est amener une feuille de cet arbre, et c'est de se faire une espèce de petit pochon, un petit quelque chose qui est toujours avec soi. Alors il y a ça, et il y a la playlist du lieu. Se connecter à la musique, les vibrations en plus, c'est un côté relaxant. Et que quand tu fais une playlist, je pense qu'on devrait tous en avoir en fait, la musique du lieu. C'est quoi quel type de musique tu as envie d'écouter quand tu es chez toi dans ton canapé, par exemple? Mais bien sûr. Ou qu'est-ce qui te met en mouvement dans ta maison? Et donc ça peut être une playlist très éclectique. Et c'est quelque chose qu'on a maintenant tous plus ou moins sur nous. Et quand tu es en dehors et en, entre guillemets, détresse, un moment pas sympa, etc. à passer, eh ben, tu te connectes à cette musique-là et ça te ramène quelque part dans ton chez-toi. En fait. Mais oui, voilà. Et puis parce que moi, je suis très dans le sensoriel. Tu vois, quand on renforce la sécurité du lieu sûr, on va travailler sur tous les sens. Tu vois, on travaille sur le toucher, la vue, l'odeur. Tu vois, c'est hyper intéressant. Et puis ce que tu leur proposes finalement un objet transitionnel. Ouais. Tu leur proposes un doudou. On en parlait tout à l'heure à propos de mon tableau, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu leur proposes un doudou. Ce doudou, c'est quoi? C'est cette idée de prendre un peu de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, pour pouvoir faciliter ce détachement progressif, quoi. Et s'apaiser. Ouais. Et s'apaiser dans des moments. Et c'est très apaisant. Un peu compliqué, quoi. Ouais. Super. Ouais. Merci beaucoup, Mathilde. Si on veut te suivre à droite, à gauche, te rencontrer, etc., voilà, parle-nous un peu de où est-ce que ça se passe et de ton actualité peut-être. Ouais. Tu parlais de territoire, tu vois. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de sortir un peu la psychologie de l'intimité du cabinet, même si, je le dis, je le répète, les consultations cliniques, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer. Mais j'aime aussi à ce que la psychologie, elle soit pas que dans cette intimité-là, parce que je crois que c'est vraiment un regard sur le monde et voilà, qu'on peut le sortir. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis lancée dans des petites vidéos Instagram où j'essaye de donner des petits tips justement concrets, ou alors que j'essaye un peu de déployer ce regard de psychologue sur le monde, donc sur mon compte Insta qui est à mon nom. Ouais, que je mettrai dans les notes de l'épisode, le lien sera là. Sinon, j'aime bien écrire, donc en allant sur cette fois mon site internet, il y a le lien avec les différents articles que j'ai pu rédiger. Là, je suis en train d'écrire un livre qui devrait sortir au mois de septembre. Et puis, moi, je suis également formatrice en psychologie. Et puis, j'anime des ateliers autour de l'estime de soi, du burn-out, du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, ça peut être aussi dans ce cadre-là. Et tu es sur Bordeaux? Et je suis sur Bordeaux. Ouais. On l'a pas dit depuis le début, je crois. Non. Je suis sur Bordeaux et tu vois, à la fois pas que, parce que je fais pas mal de téléconsultations, de formations en ligne. Donc là aussi, tu vois, je parlais de cloisonnement des espaces, mais j'ai pas mal décloisonné les espaces pour moi. Le monde t'appartient. En tout cas, j'aime à pousser les limites, tu vois. Super. Ouais. Merci beaucoup Mathilde pour ce moment. Joie. Merci elle. Cette conversation passionnante qui aurait pu durer des heures. Mais ouais. On a envie de continuer, non? On va continuer en off. Très bien. Merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. J'espère que cet épisode avec Mathilde Tiberghien vous aura plu et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion concernant votre territoire maison. Vous retrouverez toutes ces coordonnées dans les notes de l'épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant mon accompagnement gynécée, dans lequel, bien sûr, le territoire est au centre, eh bien, retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Si cet épisode vous a été utile, eh bien, faites-le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Merci de votre aide et à bientôt.